Nous allons reprendre nos travaux et nous les avons fait attendre, mais nos 4 intervenants venus de Belgique vont nous faire un exposé de droit comparé, mais c'est plus que du droit comparé. Sur les tribunaux des dommages de guerre en Belgique, 1918-1935, avec cette phrase, cette formule très intéressante, peut-être énigmatique, mais intéressante, une condition essentielle de la paix. Voilà. Nous allons en savoir plus tout de suite. Alors, je ne sais pas qui commence. Moi, je commence. Oui, très bien. Monsieur Van Damme et la dernière. Très bien, parfait. Alors, Monsieur Van den Bogaert, je vous donne la parole. Merci bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque pour nous accueillir dans le cadre prestigieux du Conseil d'État. Nous sommes reconnaissants pour l'occasion donnée de vous présenter les premiers résultats de la recherche menée au sein de l'Institut d'Histoire de droit à Gand. Ces dernières années, les étudiants de notre faculté ont rédigé des mémoires de haute qualité sous la direction de monsieur le professeur Rick Opsommer et moi-même. Aujourd'hui, je suis ravi que maître Julie Poelveen, avocate au barreau d'Ypres en Flandre occidentale, et Bjarne Van Damme, étudiant brillant, ont exprimé leur souhait de participer à ce panel consacré aux tribunaux de dommages de guerre en Belgique. En 2018, Julie Poelveen a gagné le prix culturel de la ville d'Ypres pour son mémoire sur le tribunal yprois. Depuis, elle a présenté le sujet à plusieurs reprises pour diverses audiences. L'avenir de Bjarne Van Damme est également prometteur quand vous savez qu'il y a déjà analysé 49 000 jugements du tribunal de dommages de guerre de Termonde. Aujourd'hui, ils vous présenteront leurs résultats, les difficultés et les défis qu'ils ont rencontrés. Avant d'entrer dans le cas d'Ypres et de Termonde, je veux vous donner un aperçu du cadre général juridique dans lequel les autorités belges remédiaient aux besoins de la population. Ce cadre fut dessiné par des traités internationaux et des actes législatifs nationaux. Je soutiens la thèse que chaque pouvoir gouvernemental, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire ont pris un rôle dans le débat sur la réparation des dommages de guerre. Et ces initiatives continuaient une évolution commencée au fin du XIXe siècle vers un droit plus juste et solidaire en Belgique. J'utilise littérature contemporaine, donc des revues sur les dommages de guerre, des manuels, etc., et aussi les documents parlementaires et la législation. La jurisprudence a déjà été partiellement, très partiellement, consultée par Julie et Bjarne, qui nous en parleront dans un instant. Malgré l'abondance des sources, l'impact de la Première Guerre mondiale sur le droit reste en Belgique toujours sous-exposé. D'abord, le droit international. À plusieurs niveaux, la Première Guerre mondiale était un conflit sans précédent, touchant chaque aspect de la vie quotidienne dont le droit fait partie. En Belgique, comme ailleurs, le droit était déterminé par le conflit et les traités internationaux. La Belgique fut indépendante en 1830 et son indépendance et intégrité de son territoire étaient garanties par les traités de Londres, signés par les puissances européennes. En retour, la nouvelle nation devait adopter une neutralité perpétuelle. Selon le gouvernement belge, c'était cette neutralité qui a gardé la Belgique hors de la guerre franco-allemande de 1870. 30 ans plus tard, les chefs d'État européens craignaient que l'Europe se trouvait au bord de la guerre et voulaient réviser les idées sur la responsabilité des États dans le cas d'un conflit armé. En 1899 et 1907, les conférences de paix à La Haye jetaient les bases d'un nouveau système international fondé sur le droit. Pour la première fois, la concert européen s'ouvrait aux pays d'Amérique et d'Asie. Les conventions de La Haye n'étaient pas suivies d'un effet concret en matière de désarmement et la Grande Guerre est devenue le premier test case
pour ces accords multilatéraux. Une troisième source internationale était le traité de paix de Versailles de 1919, dans lequel le fameux article 231, la clause de culpabilité, stipulait que l'Allemagne était coupable pour toute la guerre. Cet article formait la base juridique pour des réparations dont personne ne se demandait alors si l'Allemagne pouvait les payer et de quelle manière elle le ferait. Sur le champ national, il y avait des textes législatifs promulgués par le gouvernement belge en exil à Saint-Andrés et le roi Albert Ier. Ils n'hésitent pas à prendre leur propre initiative pour reconstruire la Belgique le plus rapide possible. 3 nouvelles institutions furent établies dans l'esprit que la Belgique renaissait de ses cendres et que la Belgique rétablit de même pouvoir qu'avant la guerre. D'abord, le roi et les ministres ont compris qu'un grand défi se trouvait dans les villes et villages détruits. Un abri devait être assuré à ceux qui n'avaient plus de demeure. À cet effet, le Fonds roi Albert I a été créé par l'arrêté-loi de 23 septembre 1916. Cette personne civile, à cette époque, le droit belge ne connaissait pas l'association sans but lucratif, avait la capacité d'acquérir et de posséder des biens meubles et immeubles et de recevoir des dons. Le fonctionnement était garanti par des capitaux de l'État belge et des donations. Le fonds était administré par un conseil nommé par le roi. Après l'armistice, le fonds perd son relevance. Une deuxième initiative était l'Office des régions dévastées, créé en 1919 au sein du ministère de l'Intérieur. Cet office avait pour but d'orienter la reconstruction dans la bonne direction. Elle garantissait l'application de la loi sur l'adoption des communes qui permet au gouvernement national de prendre en charge la reconstruction des municipalités dévastées et le contrôle des ressources financières à cette fin. L'Office servait d'intermédiaire entre les autorités administratives et les groupes privés. L'Office se composait de 6 départements, dont le département de la construction, lequel a tenté d'introduire un vaste programme de logements sociaux. La construction d'un certain nombre de cités-jardins, comme Batavia à Roelers, était un grand succès. L'Office adoptait des procédés de construction expérimentaux, par exemple des maisons semi-permanentes, préfabrication, etc., pour vérifier leur faisabilité économique. Cependant, en raison de la situation politique instable, de l'absence d'une vision politique cohérente de la reconstruction et de la présence de diverses organisations parallèles, l'Office s'est rapidement rabattu sur des questions techniques et administratives telles que le contrôle de construction et plan de zonage. La troisième et la plus importante de ces initiatives était le tribunal et cour des dommages de guerre. Ces institutions jouaient un rôle primordial dans la réparation et la reconstruction du pays. L'arrêté-loi de 23 octobre 1918, promulgué quelques jours avant l'armistice, proclamait le principe du droit à la réparation par la nation des dommages résultant des faits de la guerre. Ce texte législatif donnait aux Belges le droit d'obtenir de la nation, donc pas de l'Allemagne, l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi par suite de la guerre. Ce principe de solidarité nationale se retrouve dans la loi du 10 mai 1919, successivement modifiée par celle du 20 avril 1920 et du 6 septembre 1921. La réparation des dommages de guerre constituait une tâche immense et de longue durée. Pour cette raison, le ministre des Affaires économiques, Henri Jaspard, a estimé que les juridictions auraient nécessairement une vie assez prolongée et qu'elles fonctionneraient au moins 10 ans. Donc, les tribunaux et cours des dommages de guerre, respectivement dans chaque arrondissement et ressort judiciaire, étaient créés à titre temporaire. En Belgique, il y a eu 25 tribunaux et 3 cours en fonction entre 1919 et 1935. Le roi fut compétent pour l'organisation pratique de chaque juridiction suivant les besoins du service. Cette disposition impliquait que le nombre de personnel, donc juges, assesseurs, commissaires de l'État, greffiers, fluctuait constamment.
Si besoin ne le nécessitait plus, le roi supprimait les chambres concernées. S'il y avait encore des discussions après une chambre soit supprimée, le tribunal de première instance était compétent pour en prendre connaissance. Ces nouvelles institutions avaient une nature ambiguë. Sont-elles partie de la pyramide judiciaire ou sont-elles des vrais tribunaux? Ou sont-ils plutôt administratifs ou sui generis? Cette discussion était importante pour connaître la force des jugements rendus par ces cours. La Cour de cassation belge a décidé que les juridictions des dommages de guerre n'exerçaient pas le pouvoir judiciaire et les considérait comme des organismes administratifs chargés de fixer le montant des indemnités revenant aux sinistrés. Le personnel des tribunaux et cours s'inscrivait dans ce régime temporaire. Juge, assesseur, greffier était nommé pour une période de 3 ans, réduit à 1 an à partir de 1920. Les juges et les greffiers étaient choisis par le roi. Les juges étaient aussi choisis par des magistrats effectifs, suppléants ou honoraires, ou des avocats ou professeurs en droit qui avaient au moins 10 ans d'expérience. Pour être nommé greffier, il fallait avoir seulement 25 ans. Le premier président de la Cour d'appel du ressort choisissait les assesseurs parmi les personnes spécialement compétentes. Donc, des assesseurs n'étaient pas des juristes, mais des experts comme des architectes. Auprès de chaque cour et de chaque tribunal, il y avait un commissaire de l'État principal et un ou plusieurs commissaires de l'État. Le roi déterminait leur nombre selon, de nouveau, les besoins du service. Le commissaire était nommé pour un terme d'un an, mais déjà en 1921, on voyait le prolongement de 3 mois, indiquant un tribunal des dommages de guerre avait moins d'activité. Pour être nommé commissaire d'État, aucune condition spéciale de capacité ne fut requise, sauf dans les régions flamandes où la connaissance du flamand était exigée. Les commissaires représentaient l'État. Leur mission était de surveiller les deniers publics et adopter le rôle d'un répartiteur. Les commissaires de l'État ne font valoir l'intérêt général et garantissent l'ordre public. Ils appréciaient les demandes pour réparation d'après les données des dossiers administratifs mis en leur possession. Ils les examinaient et rendaient un avis sur les demandes au juge. Ils cherchaient d'abord un accord avec le sinistré. Les manuels professionnels recommandaient que les commissaires, dans leur rapport avec le sinistré, agissaient avec prudence, réserve et circonspection afin de ne pas donner prise à la suspicion. Aux archives, on peut trouver des évaluations annuelles sur chaque commissaire d'État. Dans ces documents, on peut rencontrer des commissaires corrompus qui n'hésitaient pas à prendre avantage de leur position cruciale pour que les sinistrés reçoivent les réparations. Oh. C'est trop tard. Voilà. L'arrêté loi de 23 octobre 1918 trouvait l'application dans la loi de 10 mai 1919 qui donnait lieu à la réparation des dommages matériels. Les sinistrés pouvaient recevoir des titres pour des dommages certains, matériels et directs causés par les faits de la guerre. Une action immédiate du fait de guerre sur les choses sinistrées était requise. 1 mois plus tard, le gouvernement belge promulguait la loi sur la réparation aux victimes civiles de la guerre. Elle appliquait les mêmes principes des suites dommageables des atteintes portées à la vie ou à la santé des personnes. Ces 2 lois étaient généralement basées sur les initiatives françaises qui étaient déjà en vigueur pendant la Grande Guerre. C'est une nouvelle expression que la Belgique était fidèle au modèle français. Pour conclure, je pourrais dire que le droit a essayé de relever les défis de l'après-guerre. La législation sur les dommages de guerre introduisait un nouveau droit, plutôt social qu'auparavant. Les tribunaux de dommages de guerre étaient construits comme les tribunaux des juges de paix ou des tribunaux sociaux. C'est une autre indication que la Belgique a tourné le dos aux idées libérales qui étaient si caractéristiques dans son droit du XIXe siècle. Afin d'évaluer correctement ces lois, il faut approfondir la recherche sur la pratique dans les cours des dommages de guerre. Le travail de Julie Bjarne, à qui je donne la parole directement, est crucial. Je vous remercie pour votre attention.
c'est M. Vandamme qui a la parole. Merci beaucoup. Chers professeurs, chers organisateurs du colloque sur le dommage de guerre, chers participants, comme étudiant de droit de l'Université de Gand, je suis très honoré de parler au Conseil d'État devant vous. C'est pour moi une possibilité pour présenter mes résultats préliminaires sur mon mémoire de maîtrise consacré au tribunal des dommages de guerre de Termonde. Si vous avez des suggestions après ma communication, n'hésitez pas à les partager avec moi. Quel est l'objet de recherche de ma thèse? J'analyse le tribunal des dommages de guerre de Termonde. Termonde est une ville dans la province de Flandre orientale. Termonde est localisée à un lieu stratégique parce qu'elle se situe au confluent de l'Escaut et de la Dondre. Aujourd'hui, la ville est très belle avec sa grande place, presque aussi belle que celle de Bruxelles, son palais de justice, l'Ommerang de Termonde. Cependant, durant la Première Guerre mondiale, la situation dans la ville était catastrophique. Le 4 septembre 1914, Termonde est envahie par des soldats allemands. Le lendemain, le général d'infanterie von Bonn donne l'ordre au major von Sommerfeld de mettre le feu à la ville. Les conséquences sont terribles. 55% des bâtiments sont détruits et 40% des bâtiments ont été gravement endommagés. Termonde est considérée par ce terrible acte comme une ville martyre. Après cette présentation de l'histoire générale de la ville Termonde, j'approfondis maintenant sur le sujet de ma recherche, à savoir une analyse du tribunal des dommages de guerre de Termonde. Pourquoi ai-je choisi ce sujet? Premièrement, il y a une raison personnelle. J'ai toujours été intéressé par l'histoire et spécifique la Première et Seconde Guerre mondiale. Pour cette raison, je veux faire une thèse qui relie le droit et les guerres mondiales. Parce que j'habite pas loin de Termonde, j'ai décidé d'étudier cette matière. Une autre raison est que l'Université de Gand a déjà été développée une certaine expertise sur ce sujet. Mais il y a encore beaucoup de lacunes dans la littérature, et spécialement sur le tribunal des dommages de guerre de Termonde. Quand vous allez à la bibliothèque de Termonde, vous trouvez beaucoup de livres sur Termonde pendant la Première Guerre mondiale, mais rien sur le tribunal des dommages de guerre établi après cette guerre. Seul M. de Ridder a examiné les sentences de deuxième chambre pendant la première période de 1923. Par contre, pour le tribunal des dommages de guerre d'Ypres, vous trouvez déjà deux œuvres intéressantes défendues à l'Université de Gand. La dissertation de Mademoiselle Kolbrans sur les premières années du tribunal et le mémoire de Mademoiselle Potvin qui présentera après moi. Comment vais-je mener ma recherche? Les plus importantes sources d'archives sont les sentences et les arrêts qui sont conservés aux archives de l'État à Gand. En outre, j'utilise les sources de littérature primaire comme la revue des dommages de guerre, Von Bladel sur la réparation des dommages matériels résultant des faits de la guerre, le manuel pour la victime, mais aussi la littérature secondaire comme les thèses susmentionnées. Finalement, j'analyse aussi les journaux nationaux comme le Standard, un journal catholique, het Laatste Nieuws, un journal libéral, mais aussi des journaux régionaux comme het Rosbert, aussi catholique, et de Voorpost, aussi libéral. De cette façon, je tenterai d'apporter une réponse à la question comment fonctionnait le tribunal des dommages de guerre de Termonde entre 1919 et 1927. En raison de la grande destruction de la ville et de la région, il était logique de créer un tribunal des dommages de guerre à Termonde. Le tribunal a été créé immédiatement après la Première Guerre mondiale en 1919. Au début, il y avait 3 chambres, chaque chambre avec un endroit différent. La première chambre était localisée au Kasteelstraat ou rue de Château 13 de Termonde. Dès 1920, une 4e chambre a été créée. En 1921, la 5e et dernière chambre a été créée. Le tribunal de Termonde sera aboli après 8 ans en 1927. Ici, vous voyez le nombre des procès traités par chaque chambre, en totalité presque 50 000. Vous voyez très clairement que le nombre de cas diminue au fil du temps. La première chambre traitait la plupart des procès et logiquement la 5e chambre le met puisque créée en 1921. Dans 7,24% de toutes les affaires juridiques, les parties sont allées en appel. Après la procédure en appel, seulement 2,85% entament une procédure en cassation. Sur cette diapositive, vous voyez une comparaison entre la 2e chambre de Termonde et la 2e chambre d'Ypres pour l'année 1923. Sur la base de ces deux graphiques, il apparaît que Termonde est un peu plus productive d'Ypres pendant le premier semestre de 1923. Dans le tribunal des dommages de guerre, vous avez différentes fonctions. Dans chaque tribunal, vous trouvez un président, un juge unique. À Termonde, le président était Monsieur Herman, qui est aussi président de première chambre. Les autres chambres avaient toutes leurs propres vice-présidents.
Et chaque chambre avait aussi 2 assesseurs qui ne pouvaient pas changer de chambre. Dans chaque procès, il y avait un commissaire d'État qui représentait le gouvernement belge. Comme vous voyez, il était possible d'être commissaire d'État dans différentes chambres. Un exemple est Monsieur Drossard. Enfin, dans chaque chambre, il y avait un greffier qui n'était pas lié à une chambre. Comment les procès ont-ils été divisés? L'article 4 du règlement du tribunal précise que les procès seront appelés par la première chambre, chaque semaine dans l'ordre de leur entrée. Le président distribue le procès entre les chambres de la manière qu'il jugera le plus convenable pour les besoins des services et la prompte expédition des affaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait pas de distinction entre dommages corporels et dommages matériels. Quand j'analyse les sentences de chaque chambre, l'intention était probablement de diviser les procès géographiquement. C'est aussi logique parce que chaque chambre avait une location différente. La première chambre à Termonde, la deuxième à Lokeren, la troisième à Alost, la quatrième à Saint-Nicolas et la cinquième encore à Termonde. Pour vérifier ces constats, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Un dernier mot concerne le fonctionnement du tribunal. Au cours des premières années, immédiatement après sa fondation, le tribunal est très lentement parce que les sentences étaient manuscrites et il y avait beaucoup trop de procès et trop peu de personnel et chambres. Au fil du temps, le tribunal a trouvé des solutions. Le tribunal utilisait une machine à écrire et les documents pour les sentences étaient standardisés. Il y avait aussi 2 nouvelles chambres, la 4e et la 5e. Donc, ma conclusion préliminaire est que le tribunal des dommages de guerre a traité près de 50 000 procès. Chaque chambre a fait son propre vice-président et assesseur. Mais le commissaire d'État et le greffier n'étaient pas liés. Et la division des procès était probablement rationi loci. J'ai encore beaucoup de travail, mais j'espère pouvoir présenter l'année prochaine mes résultats de recherche définitifs devant vous. Merci pour votre attention et maintenant je donne la parole à Maître Potvin. Merci pour la parole. Mesdames et messieurs, d'abord, je veux remercier l'organisation pour cette opportunité pour présenter ma recherche. Au Moyen Âge, Ypres fut l'une des villes les plus importantes de la comté Flandre, même de l'Europe à un moment, grâce à l'industrie du drap de laine. Aujourd'hui, la halle au drap avec son beffroi, qui date du XIIIe siècle, domine la grande place et témoigne la grandeur de la ville. Dès la moitié du XIXe siècle, des restaurations ont été effectuées dans la halle au drap. Ces travaux étaient presque terminés quand la Première Guerre mondiale se déclencha en 1914. Cet été-là, les Yprois avaient une vue de la grande place, comme ici sur la photo. À peine 4 ans plus tard, il ne restait plus que quelques pierres de la halle au drap. Le Westhoek fut le théâtre de plusieurs batailles extrêmement sanglantes et fut la région la plus dévastée de la Belgique. La guerre infligea des dégâts énormes à Ypres, détruisant la totalité de la ville. Progressivement, la ville fut complètement désertée, car les habitants prirent la fuite ou furent évacués par les armées alliées dès 1915. Au moment de l'armistice de 1918, les opinions divergèrent sur la question. Que devait-il arriver d'Ypres? Churchill déclarait en 1919 « I should like to acquire the whole of the ruins of Ypres. A more sacred place for the British race does not exist in the world. » Les Anglais exprimaient le désir de conserver Ypres à l'état de ruine, comme un Pompéi moderne. La destruction de la ville rappellerait aux générations futures la lutte sanglante que leurs compatriotes avaient menée. Cela n'était pas apprécié par les Yprois, qui se sont fortement opposés.
Finalement, les Anglais ont dû abandonner cette idée. Ypres serait reconstruite, comme le reste de la Belgique. L'État belge prenait sa responsabilité dans cette tâche en installant les tribunaux des dommages de guerre. Comme l'a expliqué par Dr Van den Boogaarde, ces nouveaux tribunaux ont été établis dans toute la Belgique. C'était le cas à Ypres en 1919. À son apogée, il se composait de 10 chambres. Pendant son existence, du 1919 à 1935, les juges ont traité plus de 100 000 cas. Dans ma thèse, j'ai examiné la deuxième chambre du tribunal du dommage de guerre yprois en 1923, alors que le tribunal était à son zénith. J'ai consulté les jugements conservés aux archives de l'État. De janvier à juillet 1923, on dénombre 527 jugements au total et 49 arrêts de la Cour de dommages de guerre. Ces sources révèlent non seulement les réparations des dommages, mais aussi les acteurs du tribunal de dommages de guerre, les juges, les assesseurs, les commissaires de l'État et les sinistrés, le type de dommages, matériel ou personnel, et la localisation des dommages. De plus, j'ai fait des recherches dans les sources imprimées telles que la législation, les manuels pour les acteurs du tribunal et des sinistrés, et les journaux de l'époque. 1923 était une année importante dans l'existence du tribunal de dommages de guerre. Au niveau national, le juge unique a été introduit comme principe général dans tous les tribunaux de dommages de guerre. Comme Ypres était en ruine à cette époque, on décide en 1919 d'installer provisoirement le tribunal à Poperinge, la ville voisine à l'ouest du front, dans une tente sur le marché aux chevaux. 2 ans plus tard, les habitants de la ville insistent auprès des autorités à Bruxelles pour qu'enfin le tribunal soit transféré à Ypres. La population locale ne voulait plus payer les frais d'un tribunal qui, selon l'organisation judiciaire, devait siéger à Ypres. Donc, en 1921, le tribunal fut transféré dans l'ancienne caserne d'infanterie, à l'intérieur des murs de la ville d'Ypres, entre l'esplanade, la rue des Bouches et la rue des Pompes. Le bâtiment ne ressembla plus à la place forte bâtie au XIXe siècle, car il fut gravement endommagé. D'autres services administratifs et les tribunaux ordinaires y ont également été hébergés. Cependant, l'immeuble était une solution d'urgence. Dès que possible, les différents services ont déménagé dans leurs nouveaux locaux. Le tribunal de dommages de guerre n'a quitté la caserne pour la dernière fois qu'en 1931 pour l'ancienne école de musique dans une rue latérale de la Grande Place. Tout comme la ville de Furnes, Ypres fut l'une des plus dévastées de la Belgique. Elle fut une ville martyre. 7 ans difficiles nécessitaient des règles exceptionnelles pour le fonctionnement des tribunaux dans ces arrondissements. Par exemple, l'admission des notaires honoraires comme juges. Ailleurs en Belgique, cela ne fut pas possible ou nécessaire. Cependant, à Ypres, le notaire honoraire de Warneton, Hector Sibyl, a été nommé. Une autre innovation, telle que le système du juge unique, a également été testée pour la première fois à Ypres et à Furnes. En mars 1923, le juge unique était la pratique
pour la deuxième chambre à Ypres. Pendant la première moitié de l'année, la deuxième chambre fut présidée par 2 présidents. De janvier à mars 1923, Henri Sobry, ancien avocat et puis maire d'Ypres, accompagné des 2 assesseurs. À partir de mars 1923, Hector Sibyl siège comme juge unique. La ratio legis au juge unique était de pouvoir traiter plus d'affaires avec moins de personnel. Mes recherches ont montré que le juge Sibyl, en tant que juge unique, pouvait traiter en moyenne autant d'affaires que son collègue Henri Sobry, qui traitait ses affaires avec 2 assesseurs. Les commissaires d'État mentionnés dans mes jugements furent principalement des juges hommes hautement qualifiés, mais malheureusement par les circonstances de la guerre au chômage. À Ypres, on a remarqué qu'il venait de toutes les régions du pays et qu'il était bilingue. Cette dernière exigence ne fut pas si surprenante puisque l'arrondissement d'Ypres était à l'époque néerlandophone et francophone. Bien sûr, tout le monde n'était pas prêt à déménager vers une région complètement détruite comme le Westhoek. C'est pourquoi la loi prévoyait que les commissaires de l'État qui s'établissaient à Ypres ou Furnes recevraient une prime supplémentaire sur leur salaire. Cependant, il fallait se contenter des gens qui se présentaient. Après avoir étudié les dossiers du personnel, il s'est avéré, par exemple, qu'un commissaire de l'État avait triché et s'était favorisé, qu'un commissaire de l'État était surendenté en privé en le dépensant en alcool et en femmes, qu'un commissaire de l'État ne gérait pas suffisamment de dossiers, etc. Heureusement, il y avait aussi des commissaires d'État qui étaient très zélés et dévoués, comme l'ancien bibliothécaire de la ville et futur archiviste Julien Anthony. Pendant ces premières années, le tribunal de dommages de guerre d'Ypres s'occupait principalement de dommages personnels dans la partie occidentale de l'arrondissement. En 1923, les dommages matériels se sont principalement produits dans la partie est de l'arrondissement. Une évolution peut être observée. La lésion personnelle a été traitée en premier lieu parce qu'elle était facilement vérifiable et a été estimée au moyen de tableaux indicatifs. Par exemple, X francs pour une jambe ou un bras manquant, etc. Lorsque de l'évaluation des dommages matériels tels que les maisons, des plans devaient être soumis, la nomination d'un expert ou d'autres formalités prenait plus de temps. Il y a aussi une évolution au niveau territorial. Dans les premières années, la partie ouest, la partie la moins détruite de l'arrondissement, a été reconstruite. Peu à peu, des travaux ont été effectués vers l'est, la région du front. Contrairement à la période initiale, les tribunaux de dommages de guerre n'ont reçu que des commentaires sporadiques sur leur activité et les victimes ont généralement reçu l'indemnisation qu'elles espéraient. Les appels n'étaient que sporadiques. Pour la période que j'ai étudiée, ce n'était qu'un petit 10%, fixé pour la plupart par le commissaire de l'État. Dans la moitié des cas, la procédure a été abandonnée en appel, de sorte que la décision initiale est restée valable. Tout cela confirme qu'il existait une mentalité selon laquelle il existait un fonds inépuisable. L'Allemagne payera.
et que chaque victime devait être indemnisée. L'objectif du tribunal de dommages de guerre indemniser au mieux les citoyens a été atteint. À partir de l'été de 1923, les chambres ont été progressivement réduites. Le tribunal de dommages de guerre d'Ypres est demeuré en service jusqu'en 1935. Il s'agit du tout dernier tribunal de dommages de guerre aboli en Belgique. Les affaires pendantes ont été transférées à la commission d'invalidité civile d'Ypres-Furnes et au tribunal de première instance d'Ypres. Maintenant, je vais retourner la parole à Dr. Van den Boogaarde. Encore un petit épilogue. Donc, en 1935, la dernière chambre à Ypres a été supprimée. Et ceux qui n'avaient pas encore indemnisé devaient soumettre leur demande au tribunal de première instance. 5 ans plus tard, les troupes d'Hitler traversent de nouveau la frontière avec la Belgique et la Deuxième Guerre mondiale durait en Belgique jusqu'en 1944. Le gouvernement belge pensait de réintroduire les tribunaux de dommages de guerre, une idée qui n'était jamais matérialisée. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces intéressants témoignages concernant la situation de la Belgique. On voit des ressemblances et puis des dissemblances avec le système français.